transport voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Nous sommes mardi 29 juin 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kalla Ankaro, a présidé ce matin les travaux en séance plénière, entrant dans le cadre de la première session ordinaire au titre de l'année 2021, dite session des lois. Au cours de la plénière, les parlementaires ont procédé au débat d'orientation budgétaire de la période 2022-2024, compte rendu avec Aïssa Adamou sur les images de Ibrahim Kantama. Devenu aujourd'hui une tradition dans le processus d'élaboration du budget de l'État, le débat d'orientation budgétaire de 2022-2024 est l'objet du point inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière de ce mardi 29 juin 2021. La plénière s'est déroulée en présence des commissaires du gouvernement, notamment le ministre des Finances. La note du cadrage macroéconomique 2022-2024 qui sous-tend le DPV 2022-2024. Quant au DPV, il a été adopté par le Conseil des ministres à sa session du 17 juin 2021. Ce cadrage est bâti sur la base d'hypothèses, tant sur le niveau international qu'au niveau régional, mais aussi au niveau national. Au niveau international, qui sont des hypothèses exogènes, nous faisons l'hypothèse que l'activité économique mondiale reprendrait en 2021 avec un taux de croissance de 6%. L'inflation moyenne annuelle de la période serait à 1,9%. Le coût moyen du pétrole brut se situerait en moyenne de la période à 49,82 dollars américains par baril. Le coût moyen de l'uranium serait de 33,9 dollars américains par livre. Le coût moyen de l'or se situerait à 1850 dollars américains. Et le taux de change dollars par rapport au CFA, en moyenne, s'établirait à 538,4 francs CFA. Au niveau régional, il est principalement attendu que la reprise des activités économiques au niveau du mois, ainsi que de la CEDEAO, mais également de l'activité de l'ouverture des frontières terrestres avec les Nigériens. Au niveau national, les principales hypothèses portent en particulier sur la consolidation et la capitalisation des actions ou des acquis du plan de développement économique et social 2017-2021 et la mise en œuvre d'un nouveau plan de développement économique et social 2022-2026 qui est actuellement en cours d'élaboration. Quant au président de la commission de finances, dans ses mots introductifs, il est revenu sur l'importance du dit débat. Il permet ainsi aux députés de renforcer leur information en amont de l'examen et du vote du projet de la loi de finances, donner leur avis sur les hypothèses, les options de politique économique et leur traduction. Monsieur le Président, honorables députés, le présent rapport que le rapporteur général va vous présenter bientôt est le résultat de nos travaux avec les responsables du ministère des Finances et les autres commissions générales permanentes de l'Assemblée nationale.
Après une éloquente présentation du rapport, les parlementaires ont dans ce débat posé plusieurs questions relatives au budget. Enfin, il faut noter que le principe de la transparence veut que les élus de la nation soient informés des choix de politique financière du gouvernement en formulant des avis, des recommandations et observations. Les travaux reprendront ce samedi avec le contrôle de l'action gouvernementale à l'ordre du jour. Toujours ce matin, l'hôtel du Sahel a servi de cadre à l'atelier national de lancement du projet d'assistance aux familles d'éleveurs confrontées aux effets cumulés de la soudure pastorale, de l'insécurité et de la pandémie de Covid-19. C'était sous le haut patronage du ministre de l'Élevage. Le compte rendu avec Mamadou Issoufou à côté Abdel Nasser Abdou. Cette cérémonie consacre le lancement du projet d'assistance aux familles d'éleveurs confrontées aux effets cumulés de la soudure, de l'insécurité et de la pandémie de la Covid-19 et de rappeler que le Niger en particulier a été affecté de l'impact de l'insécurité et les pays du Sahel aussi d'une manière générale. Au-delà de l'aide d'urgence, le projet vise à renforcer le système d'information des éleveurs nomades et d'anticiper pour gérer les aléas climatiques. Comme vous le savez, les pays du Sahel en général et le Niger en particulier vivent un contexte difficile du fait des effets conjugués de l'insécurité multiforme comme la Covid, les périodes de soudure et les violences de tout genre. Tout cela affecte négativement la communauté pastorale et agro-pastorale. Déjà en 2019, des appuis de la coopération suisse dans le cadre de la première phase du projet ont permis d'apporter une assistance composée d'aides alimentaires, des kits d'animaux et des kits sanitaires contre la Covid à plus de 23 000 familles d'éleveurs provenant de 10 pays de la sous-région dont le Niger. Cette année aussi, il s'agira de poursuivre pour un montant total de 373 650 787 francs, des appuis immédiats fournis à travers notamment la distribution et la vente à prix modéré des céréales, la vaccination de bovins et de petits ruminants, la vente à prix modéré d'aliments bétail, la reconstitution du cheptel, vaches laitières, veaux, ovins et caprins, la distribution de caches et de semences fourragères aux familles d'éleveurs et agro-éleveurs. Le ministre de l'Élevage a salué l'initiative combien importante de la coopération suisse et les partenaires qui aident les familles des éleveurs pour sortir de la crise à laquelle les familles des éleveurs font face. Aujourd'hui, l'ampleur des catastrophes, l'ampleur des défis, l'ampleur des crises auxquelles notre pays est confronté nous interpelle et interpelle au premier chef le gouvernement pour que la réponse justement à ces crises, à ces urgences n'annule pas les efforts de développement que nos pays depuis des décennies est en train de faire. C'est ça tout l'enjeu, tout le défi aujourd'hui auquel fait face le gouvernement, et de plus en plus nous sommes en train au niveau du gouvernement de travailler pour faire le lien avec ces deux problématiques. Et c'est en cela qu'il faut saluer, mesdames et messieurs, cette initiative. Mesdames et messieurs, ce secteur vital qu'est l'élevage pour notre pays évolue dans un contexte d'aléas climatiques, sanitaires et d'insécurité croissante, où la mobilité du bétail constituant entièrement un levier d'atténuation de la vulnérabilité des ménages pastoraux et agro-pasteurs est fortement limitée. En effet, force est de constater que les entraves à la mobilité rendent la gestion de la période de soudure particulièrement difficile pour les familles d'éleveurs. Faut-il rappeler également que les mesures publiques de lutte contre la pandémie et de la sécurité ont affecté les conditions de vie de ces communautés pastorales et agro-pastorales, ainsi que les activités d'élevage. On peut relever entre autres la fermeture des marchés à bétail qui n'a pas permis aux éleveurs de vendre leurs animaux pour acheter des provisions nécessaires. La limitation des échanges transfrontaliers par la fermeture des frontières a fait baisser la demande entraînant du coup la mévente du bétail et la dégradation des revenus des éleveurs
pendant que le prix des céréales augmente. En dépit de la pandémie de la Covid-19, le monde des éleveurs fait aussi face à l'impact de l'insécurité qui sévit dans la sous-région. C'est pourquoi la Direction du développement et de la coopération DDC, à travers la coopération suisse avec les partenaires, soutient l'Association pour la redynamisation des éleveurs au Niger à Rennes à atténuer l'effet de cette crise. Espérons que les éleveurs puissent bien profiter de cet atelier pour pouvoir reprendre les activités quotidiennes et tourner la page de cette frustration créée par ces différentes insécurités. Le 6 juin prochain se dérouleront les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC sur toute l'étendue du territoire national. Pour le vice-président de la Halcia, des dispositions ont été prises pour sécuriser le déroulement de cet examen. Un extrait de son intervention. Les équipes de la Halcia, au moment où je vous parle, sont toutes prêtes. Donc pour le décollage. Nous avons fait toutes les réunions. Nous sommes donc sûrs de nos répondants au niveau donc des régions, puisque comme vous allez l'imaginer, en fait, ceux qui interviennent dans ce travail-là, il y a une trentaine d'agents donc au niveau de la Halcia, mais également il y a d'autres correspondants que nous avons qui ne sont pas formels, qui vont travailler avec nous. Et ces autres-là, c'est les FDS qui sont dans les régions et qui sont formés, qui sont informés par rapport à la question. Il y a également les enseignants eux-mêmes, les professeurs, avec lesquels donc nous collaborons dans ce sens-là. Mais il y a autre chose que vous ne savez pas, il y a également les candidats eux-mêmes. Parmi les candidats, nous avons des amis, nous avons des élèves qui ont accepté de nous aider et on collabore avec eux. Aujourd'hui, à cette date où je vous parle, ils sont tous prêts. Nous serons présents sur toute l'étendue du territoire. Toute l'étendue du territoire. Même là où vous ne voyez pas le cachet de la Halcia est là. C'est ça en fait la difficulté, ou bien ce qui va être surprendre beaucoup de gens. Les gens pensent que parce que la Halcia n'est pas là, ou bien non, la Halcia est là même quand elle n'est pas là. Et madame, oui, l'année passée, c'est vrai que nous ne sommes pas, on n'a pas été impliqués, mais de par la loi, vous savez, on peut s'impliquer, même si on n'est pas appelé. La loi nous permet de nous impliquer nous-mêmes. Mais cette fois-ci, le ministère, les autorités du ministère de l'Éducation nationale nous ont écrit à temps pour nous demander de les accompagner. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire et nous allons le faire tel que nous l'avons prévu. L'important pour nous est que ce diplôme-là soit un diplôme propre. L'appel que nous avons à lancer aux candidats, mais pas seulement aux candidats, à tous les acteurs qui entrent en jeu dans l'organisation de ce concours-là, d'être prudents, de faire en sorte qu'ils ne soient pas pris la main dans le sac. Parce que nous serons intransigeants par rapport à tout celui qui va se faire prendre. Et je crois que il faut que je le dise aujourd'hui, pour que ceux qui pour un rien, pour une somme maudite, se fassent prendre, ils encourent des risques du point de vue pénal, mais aussi, surtout du point de vue de la société elle-même. Quelqu'un qui se fait prendre pour une somme de 50 000 francs, qu'il pourra dépenser tout de suite, et qui lui servira pratiquement à rien du tout, et qu'il soit pris, il est
sera loin de sa famille. Il ne va plus il n'a pas sa liberté. Et il laissera un mauvais héritage à ses enfants, à sa progéniture, parce que même 50 ans après, on parlera toujours que votre père a été arrêté, a été pris pour fraude dans le cadre de l'organisation d'un examen. Et je crois que ça va rester longtemps. Se tient à l'hôtel Bravia de Niamey un séminaire régional sur la gestion de conflits locaux et communautaires dans le Liptako Gourma. L'objectif de cette rencontre régionale qui réunit les médiateurs du Niger, du Burkina Faso, du Mali et du Bénin est la recherche des solutions à l'insécurité qui vit la région. Selon l'émir Duko Ousmane Amiro, la sécurité occupe la deuxième place des besoins fondamentaux des populations. Suivant cet élément du studio Kalangu. La sécurité occupe la deuxième place des besoins humains fondamentaux. Et lorsqu'on n'a pas de sécurité, il nous est impossible de travailler et de s'occuper. Parce que la conscience, la tranquillité d'esprit n'y est pas pour vaguer à ses occupations. L'insécurité amène les communautés à s'accuser entre elles. C'est à cause de lui que tout ça s'est arrivé. C'est à cause de la communauté que nous vivons telle chose, ainsi de suite. La suspicion amène la peur. La peur amène la violence. Et donc le repli identitaire. C'est ça. Donc les défis sont énormes. Nous avons nos pays, les trois pays, le Mali, le Niger, le Burkina, et avec indirectement le Bénin aussi, ont tout intérêt à se mettre ensemble et à réfléchir sur la situation d'insécurité, parce que quand même la zone elle est fortement impactée par cette situation d'insécurité et les problèmes, en tout cas de sécurité ou de sécurisation de la zone de Liptako puissent trouver des solutions en partant déjà donc de ce qui est fait comme apport de solutions, c'est-à-dire toute la contribution, tout l'apport que les autorités de nos différents pays mettent vraiment pour faire en sorte que cette zone-là et l'ensemble de nos pays retrouvent leur quiétude d'antan, leur quiétude sociale et la sécurité. C'est surtout par rapport à ces attentes-là que ce séminaire se déroule. La Fondation Marc Mabiba célébrera le 3 juillet prochain la journée internationale de la mode d'éthique. Selon la fondatrice de la marque Mabiba, Biba Amadou Konti, cette journée a une double signification. Elle est au micro de Alou Massani et Ibrahim Kantama. Mabiba d'abord est une marque éco-responsable, une marque de mode, donc de vêtements et accessoires, mais aussi qui fait de la sensibilisation, qui fait de l'éducation, parce qu'on s'est rendu compte que l'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et donc quand on est passionné de mode, on est passionné de beauté, qu'on veut évoluer dans ce secteur, on veut contribuer en tout cas à réduire notre impact environnemental. Donc c'est pour cette raison justement que nous avons initié la journée internationale de la mode éthique qui a pour thème mode et environnement. Et c'est la première édition, ça va se tenir le 3 juillet 2021 à l'hôtel Bravia de Niamey. D'ailleurs, nous convions tout le monde à y participer. Nous savons qu'il y a des programmes qui sont en train de se mettre en place et donc nous venons aussi à travers la mode, à travers la petite voix que nous avons, contribuer à sensibiliser et à éduquer, mais pas uniquement
Ce que nous voulons aussi, c'est créer une économie verte. C'est de pouvoir transformer donc ces déchets-là que nous ne voulons pas, qui nous dérangent, qui nous gênent, en économie verte. Mais c'est surtout aussi de pouvoir fédérer la jeune génération des créateurs de mode, mais aussi tous les métiers, en tout cas de la mode, de l'industrie de la mode, à œuvrer pour une démarche éco-responsable. Le centre culturel Omar Ganda a accueilli ce matin la réunion de restitution de la mission de vérification des stocks d'engrais et de la rencontre avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, tenue du 16 au 20 juin 2021 à Lomé. Le compte rendu avec Ramato Morou, à côté Abdurraouf Dayab. Cet atelier de restitution des résultats de la mission de l'Observatoire du marché des engrais du Niger au Togo a pour objectif de présenter leur mission, discuter avec les organisations paysannes et les privés sur les systèmes de bancarisation et les actions à mener pour rendre plus crédible la Bagri, qui est une des conditions pour accéder à certains financements de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, et de donner l'opportunité aux acteurs de faire la connaissance de la société DEC SA. Le plan de réforme du secteur des engrais a été adopté le 12 janvier 2018 par le décret 2018-046 du président de la République. Deux organes, l'Observatoire du marché des engrais au Niger Omen et le Comité technique des engrais du Niger Coten, ont été créés et installés en avril 2018 pour guider, superviser et appuyer techniquement la mise en œuvre de la réforme. Depuis lors, le gouvernement a adopté une loi portant sur les infractions et sanctions en matière des engrais et 5 arrêtés portant sur les modalités et les conditions d'obtention et de renouvellement de l'agrément pour l'importation et l'exportation des engrais. Les modalités de paiement des redevances en matière de contrôle de la qualité des engrais et d'affectation des droits perçus, les conditions de vente des engrais, le manuel d'inspection des engrais, le manuel d'analyse des engrais au laboratoire. Tous ces textes ont été inspirés et sous-tendus par le règlement harmonisé de la CEDEAO relative au contrôle de qualité des engrais dans l'espace communautaire. Présent pour la circonstance, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage apprécie à sa juste valeur l'initiative. Ce dernier a évoqué les problèmes les plus récurrents de l'agriculture nigérienne et a aussi expliqué le rôle de l'Observatoire du marché des engrais au Niger et du quota. L'Observatoire du marché des engrais et le comité technique des engrais du Niger ont été créés pour guider, superviser et appuyer techniquement la mise en œuvre de la réforme. Des comités techniques des engrais dans les régions ont été également créés, installés par les gouverneurs dans les 8 régions. Une direction en charge de l'inspection et du contrôle des engrais a été créée au sein du ministère de l'Agriculture. Un fonds commun des engrais permettant une bonne gestion des fonds alloués par l'État et ses partenaires a été créé. Et enfin, une 60aine de cadres du ministère de l'Agriculture ont été formés dans le cadre de l'inspection et du contrôle des engrais. Comme vous voyez, le secteur privé des engrais est aujourd'hui outillé pour prendre en main l'approvisionnement régulier du marché nigérien à temps et partout dans le pays en engrais de qualité en quantité suffisante. En effet, la disponibilité des engrais en qualité et en quantité à temps pendant toutes les périodes de production constitue un élément fondamental de la réforme du secteur des engrais dans notre pays. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture, à travers lui-même, a organisé avec la sollicitation de la société DEC SA une mission à Lomé au Togo en vue de vérifier les quantités et les types d'engrais stockés au niveau de ces entrepôts et des modalités d'acheminement dans notre pays. 2 jours durant, les participants à cet atelier de restitution des résultats de la mission de Lomé au Togo auront à échanger autour des objectifs précités en vue d'accompagner les réformes du secteur de l'agriculture et surtout de l'engrais. Après l'usage des produits, les boîtes de conserve sont généralement jetées dans les poubelles. Cette boîte de conserve de tomates n'a-t-elle pas
d'utilité après l'usage. Voyons cela dans ce reportage. Fabriqués pour conserver les produits chimiques comme la tomate en boîte utilisée par la population. La boîte de conserve est jetée après l'utilisation de son produit, mais cette dernière peut être utilisée pour d'autres fins. La boîte de conserve de la tomate, par exemple, sert de nos jours à la fabrication de certains objets ou des outils qui sont utiles pour la population, qui avant méconnaissent son utilité après l'usage de la chose qui s'y trouve. Cette boîte finit ainsi par être rachetée par les artisans pour confectionner des outils tels que les tamis, afin d'en servir à la population. On achète ces boîtes de conserve de tomates auprès des boutiquiers. Avant, on achète 3 boîtes à 25 francs. Mais maintenant, c'est 2 à 25 francs. Afin de venir fabriquer des tamis. On vend ça en gros et en détail. 1 à 250 francs. Les douzaines à 2500 francs. Et je remercie Dieu pour ce commerce. Notons que les boîtes de conserve qu'on utilise et jetées à la fin d'usage peuvent faire l'objet d'un recyclage pour en produire d'autres types d'objets de grande valeur. C'est là une véritable activité génératrice de revenus qui permet de subvenir aux besoins quotidiens. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.